Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 10e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Aujourd'hui, Arctique, tension sous la banquise. Elle fond, elle attire, elle inquiète. Longtemps inaccessible, l'Arctique devient l'un des nouveaux épicentres des tensions internationales. Sous l'effet du réchauffement climatique, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent, des ressources colossales deviennent exploitables, les grandes puissances s'y positionnent plus que jamais, et l'Arctique devient une zone de tension et de conflit potentiel. La guerre en Ukraine a ravivé les ambitions russes et renforcé la militarisation de la zone. La volonté américaine, par la voix de Donald Trump, d'annexer le Groenland illustre la volonté des États-Unis de se renforcer autour du pôle Nord. La Chine, qui n'est pas une puissance arctique, renforce sa présence dans la région. Elle vient par exemple d'inaugurer la première liaison commerciale par porte-container via l'Arctique à destination de l'Europe. Et l'Europe, justement, quelle stratégie alors que 5 pays européens bordent la zone? La France, quant à elle, vient de publier sa stratégie de défense pour l'Arctique et nous en dévoilerons bien sûr les grandes lignes. Vous l'avez compris, nous allons plonger sous la banquise pour comprendre comment l'Arctique est en train de devenir le nouvel échiquier géopolitique du 21e siècle. Je vous présente nos invités. Bonjour Camille Escudé. Bonjour. Vous êtes géographe, docteur en sciences politiques. Votre dernier livre, Les pôles en 100 questions chez Talandier, que vous avez écrit avec une co-auteure, qui est-elle? Absolument, la glaciologue Lydie Lescarmontier, spécialiste de l'Antarctique. D'accord, alors que vous êtes plutôt au pôle Nord. Absolument, tout à fait. Bonjour, commandant Jérémy Bachelier. Bonjour. Vous êtes officier de marine, expert aéromaritime au sein de la DGRIS, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, et vous êtes aussi l'inspirateur de cette fameuse stratégie française de défense pour l'Arctique. Oui, alors c'est un sujet qui était porté effectivement par la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. C'est un sujet collégial qui a été monté et co-organisé avec les armées, directions et services, ainsi que les missions militaires de défense, notamment des pays scandinaves. Alors évidemment, on va en parler à la fin de cette émission. Camille Escudé, un petit point d'ordre. Il y a le pôle Nord et le pôle Sud, l'Arctique et l'Antarctique. Ce sont deux histoires et deux problématiques très différentes. Oui, aux antipodes, on pourrait dire. L'Antarctique, en effet, donc dans l'hémisphère sud, c'est un continent entouré d'un océan glacial qui n'a jamais connu de population permanente. Ça, c'est quand même une spécificité. Et qui, de fait, est protégé, on pourrait dire, par un certain nombre de traités internationaux. Le traité de l'Antarctique, qui a été renforcé par le protocole de Madrid, qui en font aujourd'hui un territoire dédié à la paix et à la science. Donc, il y a des États souverains en Antarctique, et la France en fait partie. Mais néanmoins, il n'y a pas d'exploitation, par exemple. Il n'y a pas d'habitat permanent, aussi pour des raisons géographiques, puisqu'il y a plusieurs kilomètres de calottes glaciaires sur ce continent antarctique. Alors, effectivement, la situation en Arctique, aux antipodes, est tout à fait différente. Quand on parle de l'Arctique, on parle de l'océan glacial arctique, qui lui est bordé de 5 États riverains, et plus globalement, au nord du cercle polaire, on compte 8 États arctiques. Et là, ce sont des territoires qui sont peuplés depuis très longtemps, qui sont habités, exploités, et on compte à peu près 4 millions de personnes qui vivent sur ces territoires au nord du cercle polaire. Alors, Jérémy Bachelet, Camille Escudé vient déjà de nous définir un peu l'Arctique, mais est-ce qu'on peut être encore un peu plus précis? Ça commence et ça finit où? Alors, ça a été dit par Camille, l'espace arctique en tant que tel est au nord du cercle polaire arctique et donc est constitué évidemment massivement d'eau et d'une calotte glaciaire qui est toujours extrêmement présente évidemment dans cette région. On y retrouve donc effectivement la présence de 8 pays qui sont la Russie, les 3 pays scandinaves, la Norvège, la Suède, la Finlande, ainsi que l'Islande, le Danemark à travers le Groenland, l'Alaska, enfin les États-Unis à travers l'Alaska et puis le Canada. Donc les 8 membres du Conseil de l'Arctique à part entière. C'est une zone qui est de la taille à peu près donc de 6 fois la taille de la Méditerranée, donc une zone globalement quand même importante, dans laquelle on retrouve des ressources effectivement importantes potentiellement, qui n'ont pas encore été découvertes pour partie, mais qui sont effectivement l'objet de convoitise de la part des grandes puissances. Alors l'intérêt de la France pour l'Arctique ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas depuis la rédaction de cette stratégie française de défense de l'Arctique que la France a découvert l'Arctique. Ça remonte bien. Oui, alors bien effectivement, la
la France s'est installée sur le Svalbard dès 1963 pour la recherche scientifique. On dit le Svalbard, mais parfois on dit le Spitzberg. C'est quoi le bon mot? J'emploie le Svalbard à titre personnel, c'est le terme consacré, sauf si Camille me contredit. Et donc c'est bien sur le Svalbard que la France s'est installée en 1963 pour des recherches scientifiques. Elle est extrêmement présente encore aujourd'hui, que ce soit sur le Svalbard ou dans l'espace arctique dans son ensemble, à travers le CNRS, à travers l'IFREMER, à travers l'Institut Paul-Émile Victor, et globalement donc est effectivement a une forme de primauté sur le plan scientifique, puisqu'elle a été la première à s'installer sur le Svalbard en 1963. Alors, je caricature un petit peu, Camille Escudé, mais l'Arctique a longtemps été un océan de tranquillité. Oui, ça, vous avez raison dans une certaine mesure, mais peut-être aussi d'un point de vue un peu... si ce n'est français, du moins européen, parce que quand on dit ça, on oublie effectivement que ça a été des territoires habités pendant très longtemps, mais vous avez raison, c'est peut-être à partir des premières explorations, colonisation, appropriation de ces territoires, souveraineté ensuite mise en place, mais certains pays ont exercé leur souveraineté et ont développé ces parties de leur territoire depuis très longtemps. La Russie en particulier, je pense qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui. Forcément. Ouais. Le grand géant arctique a mis en valeur ces territoires depuis plus de 100 ans, sans effectivement que ce soit forcément des territoires de tension ou de conflit. Et là, peut-être qu'on peut dater à partir de la Seconde Guerre mondiale, le premier moment où des territoires arctiques ont pu être le théâtre de conflits. Alors, politiquement, l'Arctique est organisé, géré, je ne sais pas si quel est le bon mot, autour du Conseil de l'Arctique. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Je dirais pas que le Conseil de l'Arctique gère l'Arctique. On l'a dit, l'Arctique, c'est un ensemble de territoires et de mers qui sont sous souveraineté nationale. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de tension autour des frontières. Ça n'existe quasiment plus. Le dernier différend frontalier a été réglé en 2022 entre le Canada et le Danemark-Groenland autour de l'île de Hans. Donc, en fait, les frontières sont très bien établies. Les pays, chacun gère leur territoire. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment de tension autour de ces frontières. Et le Conseil de l'Arctique, ce n'est pas une organisation qui a force de loi, c'est simplement un forum, on dit en droit de soft law, de droit mou, qui a été créé justement à la fin de la guerre froide pour faire coopérer tous les pays autour des questions d'environnement, de développement durable, mais encore une fois, les questions de sécurité sont explicitement exclues de ce forum, tout comme les questions de pêche. En fait, tout ce qui pourrait fâcher est exclu du forum. Donc c'est un lieu où on parle d'environnement, de développement durable, mais il n'y a pas force de loi. Ensuite, chaque pays gère son territoire et l'exploite exactement comme il veut. On parle d'environnement, de curiosité scientifique, de découverte scientifique, et ça marche bien tant que tout le monde est d'accord. Évidemment, on va voir que ça se complique un petit peu avec le temps. Jérémy Bachelier, commandant Bachelier, la France rejoint le Conseil de l'Arctique en tant qu'observateur, et la France n'est pas une puissance arctique. Non, mais je pense qu'effectivement, comme ça a été évoqué, elle a rejoint donc en 2013 le Conseil de l'Arctique en tant qu'observateur permanent, au titre de ses responsabilités scientifiques aussi et passé, comme on l'a évoqué, mais aussi parce que tout simplement il y a des enjeux environnementaux qui sont plus globaux et qui suscitent l'intérêt de l'ensemble des pays périphériques. Il y a aussi évidemment des perspectives économiques d'ampleur dans cette région. On en reparlera très certainement dès lors qu'on va parler de l'accès aux ressources ou des routes maritimes, et que donc dès lors, il faut effectivement que du fait de ce passif scientifique, du fait de ces contraintes environnementales, du fait que l'espace arctique aussi en tant que tel est un baromètre du changement climatique, puisqu'on y observe des effets qui sont 2 à 3 fois plus importants que dans le reste du monde, il faut que les grandes puissances, la France en premier lieu, puissent y participer. C'était le cadre effectivement de cette entrée de la France en tant qu'observateur permanent en 2013. Alors, Camille Escudé, tout se passe bien jusqu'en 2007. Et 2007, en Arctique, ça résonne comme un électrochoc. Qu'est-ce qui se passe en 2007 ? Oui, absolument. Alors, 2007, c'est une année assez importante pour l'Arctique. Tout d'abord, c'est la première année polaire internationale. Donc, il y a une attention scientifique soutenue qui est portée à cette région. On le savait depuis un moment, mais on commence à se préoccuper vraiment des conséquences du réchauffement climatique qui, effectivement, sont exacerbées dans les régions polaires par rapport au reste du monde. Et 2007, c'est aussi une année qui marque les esprits parce que c'est l'année où une expédition russe plante un drapeau russe donc en titane, plus de 4000 mètres sous la banquise,
au niveau du pôle Nord. Et donc ça, c'est un geste qui n'a aucune valeur juridique, mais qui a néanmoins une valeur scientifique, médiatique extrêmement forte. Alors, c'est vrai que c'est un exploit quelque part, un exploit technique. C'est un exploit scientifique, absolument. Et la Russie va se défendre en disant qu'il s'agit d'une expédition scientifique. Néanmoins, le commandant de l'expédition est en fait un député assez proche de Vladimir Poutine. Et puis évidemment, tout est intriqué. La science et la politique. Oui, c'est ça. Ça a une dimension scientifique, mais en même temps hautement politique. Absolument. Et ça n'est pas sans rappeler un certain nombre de gestes forts, peut-être le planter du drapeau américain sur la Lune. Il y a vraiment un effet un peu de dernière frontière appropriée, même si encore une fois, il n'y a pas vraiment de suite juridique. Actuellement, le pôle Nord n'appartient toujours à personne, ou plutôt à tout le monde en termes de droit international. Mais néanmoins, c'est une image qui fait le tour du monde jusqu'en France, qui fait la une des journaux. Et là, peut-être, on se rend compte qu'effectivement, il se passe des choses en Arctique, que depuis la fin de la guerre froide, on avait l'impression que c'était effectivement une zone de coopération avec ce Conseil de l'Arctique qui gérait gentiment des questions qui n'intéressaient pas tant que ça les États. Et c'est peut-être pour ça qu'ils coopéraient ensemble, d'ailleurs, autour des questions d'environnement. Et 2007, on se rend compte de ça. Et puis, cette année-là va être suivie en 2008-2009 d'une étude des États-Unis, du département géologique des États-Unis, l'USGS, qui explique, cette étude, vous pouvez la trouver facilement sur Internet, et cette étude explique qu'il y aura à peu près 30% des réserves de gaz et 13% des réserves de pétrole à découvrir en Arctique. Donc il y a vraiment une charnière dans ces années 2007-2008. Cette étude a été remise en cause depuis, elle a peut-être... était un peu surévalué. Un peu excessif, peut-être. Exactement, mais néanmoins, en fait, ça donne aussi une idée du pivot en fait de l'intérêt européen et occidental et puis mondial en fait, ça va devenir très vite un intérêt mondial pour cette région. On se rend compte qu'il se passe des choses en termes scientifiques, économiques et politiques, géopolitiques. D'autant plus que deuxième évolution majeure qui change la donne, le réchauffement climatique. Il est plus virulent au niveau de l'Arctique, pourquoi ? Oui, effectivement, on disait 2 à 3, je crois que même dans le dernier rapport du GIEC, on va jusqu'à 4 fois plus rapide que le reste du monde. Ça, c'est dû à un certain nombre de caractéristiques physique, environnementale propre aux régions polaires, notamment dû à un effet qu'on appelle l'effet d'albédo. C'est tout simplement lié au fait que les surfaces blanches, claires, donc la banquise, la glace, réfléchissent davantage le soleil que les surfaces noires. On en fait tous l'expérience. Et donc ça provoque un cercle vicieux, puisqu'en Arctique, au fur et à mesure que la banquise, c'est-à-dire l'eau de mer gelée, se rétracte, elle laisse de plus en plus de place à l'océan sombre qui absorbe les rayons du soleil. Et par cet effet de cercle vicieux, l'eau se réchauffe de plus en plus et la banquise se rétracte. On estime que d'ici 2030-2040 au maximum, il n'y aura plus de banquise, donc d'eau de mer gelée en été, même si en hiver, cette banquise continuera à se reformer, puisqu'elle se reforme de manière interannuelle. Et 2030-2040, c'est même pas demain, c'est demain matin. Oui, absolument. Alors, il y a aussi un effet de méthanisation, je crois. Oui, en fait, une des premières conséquences, effectivement, du réchauffement climatique à laquelle on pense souvent, c'est la fonte de la banquise, qui n'est pas la même chose que la fonte de la calotte glaciaire. Là, c'est de l'eau de mer, de l'eau douce, pardon, c'est le cas du Groenland ou de l'Antarctique. Et effectivement, un autre effet du réchauffement climatique, c'est cette fois-ci la fonte des sols, tout simplement. Puisqu'en Arctique, il y a une grande partie des sols qui sont gelés. C'est ce qu'on appelle le permafrost, le pergélisol en bon français. C'est le même mot, permafrost, pergélisol, c'est la même chose. Absolument. Si vous voulez utiliser le terme français, on dit pergélisol, mais en anglais, on dit permafrost. C'est la même réalité, c'est-à-dire la partie du sol qui est tout simplement gelée pendant une partie de l'année ou toute l'année. Et avec ce réchauffement climatique, donc très puissant dans les régions polaires, ce pergélisol a tendance à fondre, ce qui a de multiples conséquences néfastes pour l'environnement et pour les sociétés, évidemment. Tout est lié. Et en particulier, le fait que dans ces sols soient été congelés un certain nombre de gaz, par exemple du méthane ou d'autres gaz encore à effet de serre. Et donc la fonte du pergélisol libère du méthane, ce qui accélère encore l'effet de serre dans ces régions-là, sans compter toutes les conséquences aussi pour les sociétés, puisqu'on l'a dit au début de cette émission, 4 millions de personnes vivent en Arctique, il y a des villes, des infrastructures, des usines, des écoles construites sur ce pergélisol, des routes, des voies ferrées, et tout ceci a tendance à fondre et ça provoque effectivement des risques pour la sécurité humaine dans ces régions. Et puis on a oublié une faune importante et originale. Oui, absolument. Une des autres conséquences, bien sûr, c'est sur la biodiversité. Par exemple, je peux vous citer l'exemple de la migration des espèces avec l'acidification de l'océan et aussi le réchauffement de l'océan. Un certain nombre d'espèces migrent de plus en plus vers le nord. Donc le cycle de la biodiversité fait que l'ensemble en fait, de la biodiversité de ces régions est affecté.
Et en bout de chaîne, effectivement, toujours les humains qui se nourrissent pour part ou qui pêchent ces poissons ou qui chassent les animaux de ces régions. Alors, commandant Bachelier, ce réchauffement climatique implique un certain nombre de conséquences, d'implications, et notamment l'ouverture de nouvelles voies maritimes, de nouvelles lignes maritimes. Et ça, c'est évidemment sans conséquence pour l'intérêt que le reste du monde accorde à l'Arctique, je dirais subitement, c'est-à-dire au cours de ces dernières années. Alors effectivement, ça a été très médiatisé. On parle très souvent d'une réduction de 40% du transit entre l'Europe et la Chine. Bon, essentiellement intéressant dès lors qu'on parle des ports du nord de l'Europe et du nord de la Chine, puisque si on est entre, par exemple, Fos-sur-Mer et Singapour, évidemment, l'intérêt de l'Arctique est beaucoup moindre. Oui, ça reste le canal pratique, de Suez restera beaucoup plus attractif du point de vue de la navigation. J'aimerais bien simplement faire un petit peu de pédagogie sur les routes de l'Arctique, puisqu'il y a 2 routes aujourd'hui qui se dessinent. La route du nord-est, qui passe le long des côtes russes et sibériennes, et la route du nord-ouest qui, elle, passe dans le nord du Canada, dans l'archipel du Canada et puis au large de l'Alaska. Les 2 routes, en fait, ont une praticité très différente. La route du nord-est a cet avantage, effectivement, sur quelques mois de l'année en période estivale, d'être libérée de l'essentiel de la calotte glaciaire, de la glace, et de pouvoir être effectivement, on va dire, utilisable pour des navires, mais de faible tonnage, et surtout avec des tirants d'eau qui soient assez réduits, puisque la route en question, en fait, par instant, a une profondeur maximale de 13 mètres, ce qui ne permet pas à des porte-conteneurs au-delà de 7500, 8000 boîtes, comme on dit, de pouvoir naviguer dans cette région. Donc déjà, en termes de transit à temps, comme on dit, avec les porte-conteneurs à l'échelle internationale, ça va contraindre très largement les grands armateurs. Donc ça nécessitera évidemment des infrastructures logistiques et un certain nombre de préparations pour qu'on puisse envisager à terme de pouvoir utiliser cette route du nord-est comme il se doit pour des transits entre le nord de l'Europe et puis le nord de la Chine. Je pense que le temps n'est pas encore venu en la matière. S'agissant de la route du nord-ouest, donc dans les eaux canadiennes, un peu au prou, avec de multiples îles, c'est une route qui en fait est très peu accessible encore aujourd'hui, essentiellement au mois de septembre, mais le reste du temps, elle reste globalement inaccessible, si ce n'est pour des navires de croisière et puis pour des vocations touristiques. Mais c'est une route qui est globalement bloquée par la glace, par le phénomène en fait de courants marins qui rentrent de l'Atlantique, du Pacifique, mais également lié à la rotation de la Terre. Il y a un déplacement durant la période estivale de la calotte glaciaire plutôt vers le Canada. Donc ça libère effectivement tout ou partie de la route du nord-est. En revanche, la route du nord-ouest, qui elle est au large du Canada, elle reste globalement encombrée. Donc c'est une route qui est difficilement praticable aujourd'hui. Et puis après, il y a quand même des intentions, j'allais dire politiques aussi très différentes. La Russie, elle, effectivement, souhaite le développement de cette route du nord-est, pour des raisons bien comprises, évidemment sur le plan économique, du fait des ressources pétrolières et gazières qui se trouvent au nord de la Sibérie en particulier. On parle de 15-20% du PIB, comme vous le savez, en provenance de cette rente pétrolière et gazière pour la Russie. Et donc elle a tout intérêt à ce qu'effectivement le trafic maritime de destination ou à temps, c'est-à-dire à temps les porte-conteneurs essentiellement. De destination, c'est pour exporter son pétrole et son gaz vers la Chine ou vers l'Europe, selon, lorsque le contexte le permettra, vers l'Europe également. En revanche, du côté canadien, il y a une réticence quand même qui est toujours persistante quant à l'usage de cette route maritime. Il s'observe effectivement que les conditions météorologiques et le changement climatique permettent un passage accru dans la route qui est la leur. En revanche, il n'y a pas une volonté politique très forte de développer, même si ça s'améliore, si je puis dire, depuis la stratégie canadienne qui est parue fin 2024. Pour autant, il n'y a pas une volonté à proprement parler de développer les infrastructures portuaires et logistiques ad hoc pour pouvoir développer cette route du nord-ouest. En revanche, ils souhaitent la sécuriser. Donc il y a un développement de garde-côtes notamment très structurant qui est envisagé. Alors Camille Escudé, il y a eu des travaux pratiques, c'est-à-dire depuis l'ouverture de cette voie maritime, il y a une société qui est en train d'établir une ligne régulière, je crois qu'elle s'appelle Arctic Express. C'est évidemment une société chinoise, car évidemment les Chinois ont bien perçu l'intérêt de cette nouvelle voie maritime.
Oui, c'est vrai que cette route, elle rentre dans le projet des routes de la soie chinoises. C'est la nouvelle route de la soie polaire, c'est exactement, ça, avec un versant polaire, donc qui est cette route maritime, d'autant plus évidemment dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, dont on aura l'occasion de reparler, et de sanctions européennes envers la Russie. Donc effectivement, cette route s'ouvre peut-être de plus en plus vers l'Est. Néanmoins, je suis d'accord avec le commandant pour dire qu'actuellement, enfin on en parle beaucoup, je pense que ça a une forte importance symbolique. Je pense que c'est, encore une fois, tout comme le planter drapeau, ça assoit la Chine comme puissance polaire. C'est elle-même qui se définit comme ça, comme un État proche arctique, comme une puissance polaire. Néanmoins, ça ne veut pas dire, encore une fois, que demain, il y aura une ligne directe de porte-conteneurs. Pour vous donner, ça a été bien dit sur le papier, il peut y avoir jusqu'à 40% d'économie de distance, mais de distance géométrique, de distance kilométrique. Dans les faits, effectivement, c'est toujours la logique du just-in-time qui prévaut pour les amateurs. Et puis surtout, actuellement, la distance temps, la distance coût n'est pas encore assez réduite pour que cela devienne effectivement une route qui pourra en concurrencer d'autres. Pour vous donner un ordre d'idée, cette route, elle est 1000 fois moins utilisée que celle de Malacca pour le transit international. Donc ça reste vraiment actuellement quelque chose qui est très réduit et qui dessert surtout du trafic de destination, effectivement, du gaz, du pétrole, des minerais à destination de l'Asie, et non pas comme une route qui viendrait relier effectivement Le Havre à Shanghai ou que ça. Alors, est-ce que c'est une route qui risque d'être... commandant Bachir, non, simplement pour compléter ce que disait Camille, aujourd'hui on a une centaine de navires globalement qui transitent dans cette région, donc essentiellement du transit effectivement de destination, comme on le disait, à destination de l'Asie et de la Chine en particulier. Si on compare avec le canal de Suez, c'est une quarantaine de navires, j'allais dire avant la menace Houthi, puisque aujourd'hui effectivement il y a eu une réorientation du flux par le cap de Bonne-Espérance pour partie, mais globalement on est quand même sur l'équivalent de 2 jours dans le passage du canal de Suez. Donc on est encore sur un flux maritime extrêmement réduit, très localisé, très régional, et qui n'a pas vocation, je pense, à se structurer en tout cas à un horizon de quelques décennies, considérant que le passage restera accessible uniquement en période estivale et qu'en période hivernale, du fait de la nuit polaire, il y aura de toute façon, d'octobre à avril, globalement, une période pendant laquelle on ne pourra pas transiter. Alors si ce n'est éventuellement à l'horizon 2050, on parle d'éventuels convois avec des brise-glaces à propulsion nucléaire extrêmement puissants fournis par la Russie qui pourraient permettre d'ouvrir une route et dans son sillage se mettrait, si je puis dire, un certain nombre de navires pour accompagner, pour mener à bien le transit à temps qu'on a évoqué ou le transit de destination. Mais on est globalement quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de quelques décennies à minima et qui, pour les grands armateurs, notamment de transit à temps, est un sujet qui n'est pas encore considéré. Parce que, en fait, ça sous-tend des structures logistiques et des investissements extrêmement structurants, et ce, uniquement pour quelques mois de l'année. Donc ce n'est pas aujourd'hui un sujet d'importance, en tout cas dans l'esprit de la communauté maritime européenne et française. Si possible, je voulais juste ajouter quelque chose, en fait, je pense, qui résume un peu ce qu'on vient de dire, c'est que on parle beaucoup des conséquences du réchauffement climatique. Effectivement, cette banquise d'été, elle va disparaître très bientôt. Cette route, elle est aujourd'hui navigable presque 10 mois sur 12, mais il y a un certain nombre de contraintes, en fait, propre aux régions polaires, même le jour où il n'y aura plus de banquise ou même au cœur de l'été qui reste. Et celle-ci, effectivement, en hiver, il y aura toujours a priori de la nuit polaire, il y aura toujours peu d'infrastructures, ça coûtera a priori toujours très cher, des équipages, des infrastructures proches aux régions polaires. Ça restera a priori des régions qui sont éloignées, qui sont enclavées des grands centres économiques et politiques. Et donc cet ensemble de contraintes justifie aujourd'hui qu'il n'y a pas une équation très simple entre réchauffement climatique et ouverture de grandes routes maritimes, ouverture d'autoroutes polaires, comme dit le géographe Frédéric Lasserre, ou encore manne énorme de gaz et de pétrole, comme l'avait promis l'étude américaine de 2008. Donc, si je résume un peu vos propos à tous les deux, donc une voie possible, prometteuse, mais pas encore très convoitée. Oui, et qui aujourd'hui est utilisée, c'est vrai, mais utilisée effectivement de manière nationale ou régionale pour la pêche, pour le tourisme de plus en plus, pour des navires scientifiques, pour du trafic d'approvisionnement d'une communauté ou d'une autre, pour aller chercher du gaz et l'apporter à un autre endroit, enfin bref, du trafic de destination et pas encore du trafic de porte-conteneurs mondialisé comme on peut avoir ces images des ports chinois, européens.
Quant à l'accès des hydrocarbures, du gaz et des métaux rares, là encore, on est dans une prospective. Ça va être compliqué, c'est pas pour demain. Qui veut rebondir, commandant Bachelier ? Non, mais alors, malgré tout, je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant à évoquer, c'est que depuis 1979, comme vous le savez, on a une observation permanente désormais du pôle Nord, et ça nous permet de voir l'évolution, annuelle de cette calotte glaciaire. Donc on estime, et Camille me contredira peut-être, qu'on a à peu près 10 à 12% de perte de la superficie de la calotte glaciaire chaque décennie, et environ une perte d'épaisseur de 30 cm également par décennie, ce qui est extrêmement conséquent, et ce qui ouvre évidemment l'opportunité à l'horizon de quelques décennies de pouvoir accéder à des ressources qui aujourd'hui sont l'objet d'estimation de la part notamment du département de géologie américain, mais qui demandent à être confirmées. Pour autant, les promesses qui sont faites de potentielles ressources minières de terres rares, on parle souvent de nickel, de cobalt, de graphite notamment, de pétrole et de gaz évidemment, mais également les ressources halieutiques qui vont venir de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique, du fait des courants marins et du fait effectivement des eaux moins froides qui vont être celles de l'Arctique à terme. Toutes ces ressources, au sens large, sont l'objet évidemment d'intérêt, de convoitise, et beaucoup de grandes puissances préfèrent mettre le pied dans la porte, si je puis dire, pour pouvoir investir, se positionner, pour que le moment venu, ils puissent effectivement en tirer les rentes requises. Donc il y a une course en avant de la Russie comme de la Chine qui est observée en particulier, ainsi que des Américains, pour essayer de récupérer les ressources en question à son niveau. Camille Escudé. Oui, c'est tout à fait vrai, mais je pense qu'il faut aussi replacer cette course des ressources un peu dans le temps long. Et effectivement, pour nous, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Effectivement, des pays non arctiques se positionnent, mais en Russie, ces ressources-là, il peut y avoir du gaz, du pétrole. Du pétrole par exemple en Alaska qui est exploité depuis les années 60, du gaz en Russie également depuis plus de 50 ans, des ressources minières également en Russie depuis plus de 50 ans. On peut penser à la ville de Norilsk qui fait aujourd'hui quand même 150 000 habitants, donc c'est pas un petit bourg, qui a été complètement construite ex nihilo sur l'exploitation du nickel, qui a été peuplée en partie par les prisonniers du Goulag, et donc qui aujourd'hui est une ville importante de l'Arctique, une ville industrielle. Et donc encore une fois, le développement industriel de l'Arctique russe, lui, ne date pas d'hier. Et nous, on peut avoir l'impression de le découvrir, de se dire que c'est quelque chose de nouveau, mais il y a certains pays qui, de manière nationale ou régionale, exploitent ces ressources depuis très longtemps, sans compter évidemment la pêche ou le bois ou d'autres ressources encore naturelles exploitées de tout temps. Il faut avoir dans la tête que la grande puissance arctique, c'est la Russie. Oui, absolument. Le commandant l'a dit, c'est à peu près 15 à 20% du PIB. On estime aussi des exportations russes qui se situent au nord du cercle polaire. C'est à peu près la moitié de la population arctique, environ 2 millions de personnes qui vivent en Arctique. Donc certes, c'est pas très dense, mais c'est tout de même peuplé, et surtout, ce sont des régions qui gagnent des habitants, à la fois d'un point de vue du solde naturel, mais aussi du solde migratoire, notamment pour des migrations de travail, notamment pour la mise en valeur, l'industrialisation de ces régions qui va très vite. Vous écoutez Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de l'Adicode. Aujourd'hui, Arctique, tension sous la banquise, avec Camille Escudé, géographe, docteur en sciences politiques. Son dernier livre, Les pôles en 100 questions chez Talandier. Et le commandant Jérémy Bachelier, officier de marine, expert aéromaritime au sein de la DGRIS, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Et évidemment, commandant Bachelier, le regard que l'on porte sur la Russie dans cette zone évolue ou a été déterminant, ou est en train de changer profondément avec l'invasion russe en Ukraine, qui est évidemment une donnée importante. Je dirais que l'Arctique devient un sous-produit ou une sous-interrogation de la guerre russo-ukrainienne. Oui. En fait, le contexte géostratégique de fait a profondément évolué, puisque 2022 a été un peu le déclencheur de la remise en cause, si je puis dire, de l'exception arctique qui prévalait jusqu'alors, qui était l'objet d'une coopération, bienveillante, entre les partis riverains du Conseil de l'Arctique et de ses membres permanents, et qui permettait finalement d'abord discuter de problématiques environnementales, humanitaires, et qui ne parlait pas d'enjeux de sécuritaire. Et donc il y avait une forme de
de coopération, j'allais dire encore une fois, bienveillante entre les différents pays. Ce qu'a montré 2022, c'est que finalement, la tension qui devenait palpable, évidemment, entre la Russie et le continent européen, enfin l'Union européenne et l'OTAN en tant que telle, a engendré évidemment une remise en cause profondément de cette exception arctique, avec un certain nombre de conséquences sur l'usage de la force, notamment en provenance de la Russie, à destination des pays du nord de l'Europe. Soudain, l'océan de tranquillité devient une zone de tension. Exactement, et on peut l'observer sur différents aspects. Déjà, la modernisation accélérée d'un certain nombre de bases et d'infrastructures logistiques russes, le développement de capacités nouvelles à tous les niveaux, sur tout le spectre, j'allais dire, de la dissuasion jusqu'à la surveillance maritime à proprement parler, avec des menaces hybrides grandissantes qui sont observées de la part de la Russie. Si vous pouvez un peu développer l'augmentation des données capacitaires, c'est par exemple de nouveaux brise-glaces nucléaires, par exemple. Nouveaux brise-glaces nucléaires, des moyens de drones navals et sous-marins d'ampleur, des capacités accrues aussi sur le champ naval, puisque en fait il y a un effet domino aussi qui est lié à la guerre en Ukraine, c'est que la mer Noire n'étant plus l'objet d'un accès possible du fait de la convention des Dardanelles et du Bosphore de Montreux, donc qui interdit les entrées et sorties des bâtiments militaires du fait de la guerre en Ukraine, du fait de la fermeture de la base de Tartous en Syrie. En fait, il y a eu un appel d'air des bases du nord de la Russie qui finalement déploient leur puissance depuis cette zone arctique pour ensuite rejoindre l'Atlantique et la Méditerranée. Et donc ça a des conséquences évidemment multiples pour le Royaume-Uni, pour la France, pour le continent européen au sens large, qui voit un certain nombre de moyens navals sous-marins provenir de la Russie dans l'océan Atlantique, au plus près de ses côtes. Alors est-ce que vous diriez qu'il y a la tentation de la Russie de transformer l'océan Arctique en un lac russe ? Je pense que, alors c'est pas écrit comme tel, mais je me réfère à un domaine que je connais mieux, c'est-à-dire la doctrine navale russe qui a été donc révisée en 2022 et qui définit l'espace arctique comme son espace prioritaire. Elle ne définit pas comme sa zone, son lac russe, mais globalement comme un intérêt vital, et la positionne en termes de positionnement géostratégique devant l'Atlantique et le Pacifique. Là où jusqu'à peu, la priorité telle qu'elle a été revendiquée par la Russie dans le domaine naval était véritablement sur l'océan Atlantique. Donc on voit bien qu'il y a une évolution aussi de posture. Ça, c'est de l'ordre aussi du signalement stratégique évidemment, mais dans les faits, il y a aussi une présence accrue de la part de la Russie dans le domaine arctique. Encore une fois, sur le domaine sous-marin, dans le domaine hybride, sur lequel on peut revenir si vous le souhaitez, et dans le domaine de la surveillance maritime pure, où il y a des gardes-côtes, des brise-glaces nucléaires d'ampleur qui sont développés de leur part. Et en ce qui concerne les menaces hybrides que vous avez évoquées, quelles sont-elles ? Alors, il y a des choses évidemment qui sont toujours difficiles à attribuer. Dès lors qu'on parle de la menace hybride, il y a des risques d'attribution parfois un peu excessif de la part de certains politiques qui vont peut-être aussi instrumentaliser un petit peu les problématiques qu'ils observent. Mais globalement, factuellement, ce qu'on observe, c'est quand même qu'il y a des ruptures de câbles qui sont assez récurrents, autour du Svalbard en particulier, qui n'étaient pas jusqu'alors, j'allais dire, l'objet d'une récurrence aussi importante. Il y a également des problématiques de spoofing, on appelle ça, c'est-à-dire de brouillage GPS sur les quelques navires qui transitent dans cette région. Et puis des missions de surveillance, de renseignement déguisées du haut, comme on dit, avec des moyens qui ne soient pas forcément militaires, qui sont observés de la part des navires russes en particulier, qui naviguent dans ces eaux avec des volontés très claires de pouvoir faire du renseignement et d'obtenir des informations qui leur seront utiles en cas de besoin. Donc on a vraiment cette dualité, j'allais dire, de la part de la Russie qui est observée à tous les niveaux, avec des actions qui ne sont pas revendiquées très souvent d'ailleurs, mais qui sont quand même extrêmement suspicieuses, si c'est le moins qu'on puisse dire, de la part de la Russie vis-à-vis notamment des pays scandinaves. Alors, je reviens un petit peu sur un petit point que vous avez évoqué, la priorité russe aujourd'hui, l'Arctique. Vous n'avez pas évoqué la Baltique, parce que la Baltique est contrôlée trop facilement. Non, mais disons que le sujet étant le sujet arctique aujourd'hui, je m'affranchis de parler de la Baltique, mais pour autant, dès lors qu'on organise, par exemple, avec l'OTAN, vous savez, des exercices d'ampleur multinationaux qui sont interarmés, interalliés par essence, qui sont Cold Response jusqu'en 2022, et puis plus récemment Nordic Response
Murmansk en 2024, on a une empreinte au sol qui est à la fois du côté de l'Arctique et du côté de la Baltique, qui est perçue comme un tout intelligible, considérant justement ce retour de la puissance russe sur le sol européen. Et donc on fait en sorte, au niveau de l'OTAN, mais aussi dans le cadre des coopérations bilatérales de la France avec nos partenaires scandinaves, de toujours avoir un pan de notre interaction sur la Baltique et puis un autre pan qui soit sur la zone arctique. Oui, Arctique, Baltique, c'est les deux éléments d'un même complexe, d'un même univers. Il faut le comprendre ainsi. Avec des conditions quand même bien plus extrêmes, évidemment, sur la zone arctique, et sur lesquelles nous, Français, on doit faire preuve d'humilité, puisqu'on a beaucoup à apprendre encore en la matière, en dépit des efforts qui ont été consentis par nos trois armées pour justement s'adapter à ces conditions extrêmes qui sont celles du Grand Nord. Il y a encore beaucoup à faire, et c'est la raison aussi de la stratégie de défense que vous avez évoquée en introduction. Et qu'on va évoquer dans un moment. Camille Scudé, ce qu'on constate aussi, c'est que entre la Chine et la Russie, la Chine aide beaucoup la Russie dans son conflit russo-ukrainien, mais la Russie donne un vrai coup de main à la Chine dans la dimension arctique. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression, s'il fallait hiérarchiser cela, j'ai l'impression que la Russie, de toute façon, a besoin de partenaires, a besoin d'alliés, que actuellement, et peut-être de plus en plus, la Russie n'a plus les moyens techniques, financiers, de valoriser encore cet immense territoire, y compris cet immense territoire arctique. C'est tout de même la Russie qui a tendu une des premières mains à la fin de la guerre froide, justement aux prémices du Conseil de l'Arctique, qui a tendu la main à la coopération internationale environnementale, tout simplement parce que la Russie avait besoin de ses voisins, notamment peut-être de ses voisins effectivement scandinaves ou nordiques, pour dépolluer son Grand Nord qui était devenu... on parle parfois de cimetière nucléaire à ciel ouvert pour la mer de Barents. Une poubelle nucléaire. Complètement, absolument. Donc la Russie avait besoin d'aide, surtout dans cette période de crise économique, puis ensuite démocratique, pour tout simplement dépolluer, ou a besoin d'aide environnementale, de technologie, d'argent. Et c'est aussi pour ça qu'elle a tendu la main aux différents pays de l'Arctique pour créer ce Conseil de l'Arctique au tout début, à la toute fin des années 80. C'est aussi pour ça qu'elle a proposé... en fait, c'est Mikhaïl Gorbatchev qui, dans un discours en 1987, un discours dans la ville de Mourmansk, a un peu lancé ce processus de coopération post-guerre froide. La coopération environnementale était une des propositions, mais il y en avait d'autres, notamment la coopération également économique, et qui, encore une fois, ne fonctionnait pas si mal jusqu'à la catastrophe de 2022. Et effectivement, il y a de la coopération bilatérale ou multilatérale aussi, d'un point de vue économique. On peut penser... au chantier de gaz naturel liquéfié dans la péninsule de Sabeta, donc en Sibérie occidentale, au projet Yamal, où l'entreprise française Total Energy était partie prenante avant de se retirer suite à l'invasion de l'Ukraine, avec également un groupe chinois. Donc la composition de cet immense projet de gaz naturel liquéfié, c'était 20% l'entreprise Total, puis Total Energy, 30% des fonds d'investissement chinois et 50% Novatek, donc entreprise d'État russe. Et de fait, la France s'est retirée, et donc la Russie est allée chercher d'autres partenaires, et c'est la présence économique chinoise qui s'est renforcée dans la région. Donc de fait, la Russie a besoin de partenaires économiques, a besoin de partenaires financiers, a besoin de technologies pour développer ce Grand Nord, et donc s'ils ne sont pas occidentaux, ils seront peut-être un peu plus orientaux. Alors on a parlé de la Russie, on a parlé un peu de la Chine. Il faut à un moment ou à un autre, avant de parler de la France et de l'Europe, parler un petit mot des États-Unis et de l'irruption de Donald Trump dans le monde arctique. Alors quand Donald Trump dit le Groenland, il faut l'annexer par un moyen ou par un autre, c'est un effet perturbateur qui ne doit pas faire oublier que les États-Unis, dans leur stratégie de 2024, veulent et vont renforcer leur capacité dans le Grand Nord. Qui veut rebondir? Camille Scudé, Jérémy Bachelet, Camille Scudé. Alors non, non, simplement, je ne rentrerai pas. En revanche, je laisserai Camille le soin de parler de Monsieur Trump. En ce qui me concerne, donc vous l'avez dit, donc une première stratégie de défense en Arctique date de 2019 en fait, s'agissant des États-Unis. Elle a été effectivement remise au goût du jour à l'été 2024 parce que effectivement, il y a tous ces effets de bord du changement climatique qui évidemment engendrent un certain nombre d'opportunités sur le plan économique et commercial pour l'ensemble des pays riverains et en particulier pour les États-Unis, mais aussi parce qu'on voit bien dès 2024, évidemment, pour les États-Unis en premier lieu, qu'il y a un contexte géostratégique qui évolue. Donc c'est celui qu'on a évoqué à grands traits tout à l'heure.
À côté de ça, évidemment, le Groenland est une zone clé. Sur le plan des ressources, évidemment, puisqu'il y a des ressources en nombre, notamment de terres rares et de minerais, qui sont en tout cas perçues comme telles par les États-Unis. Et donc, il y a évidemment pour M. Trump, très certainement, une volonté aussi de s'accaparer des possibilités en matière de ressources. Mais au-delà de ça, c'est aussi une zone où il y a ce qu'on appelle le JUC, Groenland, Islande, Royaume-Uni, qui sont deux détroits, un peu au prou, qui permettent de relier l'Arctique à l'océan Atlantique, et dans lequel passe un certain nombre de capacités, notamment depuis l'Arctique s'agissant des Russes, mais possiblement aussi, c'est une zone, l'Atlantique Nord, qui est extrêmement stratégique pour l'ensemble des pays occidentaux dotés de la dissuasion nucléaire. Et donc il faut absolument, évidemment, préserver cette région sur le plan géostratégique de tout entrisme, de tout débordement de puissance provenant de la Russie. Et donc c'est un enjeu à la fois, j'allais dire, très purement stratégique pour les États-Unis, mais également, je pense, lié à des revendications, liées à des ressources potentielles sur le pourtour du Groenland, qui sont l'objet d'un certain nombre de promesses, en tout cas. Alors, Camille, vous avez le volet l'effet Trump en Arctique. Oui, en fait, c'est vrai que les États-Unis étaient une puissance arctique depuis assez récente, puisque les États-Unis ont acheté le territoire de l'Alaska à la Russie. C'est comme ça qu'ils sont devenus une puissance arctique, il y a à peu près 150 ans. Donc c'était effectivement une époque où peut-être on pouvait acheter plus facilement des territoires. Et de toute façon, les États-Unis avaient déjà fait cette proposition répétée au Danemark d'acheter le territoire du Groenland dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite à plusieurs reprises en fait dans leur histoire. Donc après, c'est vrai que la manière Trump détonne un peu, et puis c'est vrai qu'on ne peut pas faire des choses en 2025 qu'on faisait peut-être en 1867. Mais en tout cas, l'intérêt des États-Unis pour le Groenland ne date pas de Donald Trump. Absolument. Il est plutôt ancien, et je pense que en fait, Donald Trump a peut-être tout simplement repositionné un peu l'intérêt états-unien en Arctique, qui jusqu'à présent était relativement faible en fait. Depuis la fin de la guerre froide, encore une fois, les États-Unis s'intéressaient à beaucoup d'autres endroits sur le globe à part l'Arctique, et peut-être qu'on doit à Donald Trump cet intérêt croissant, cet intérêt nouveau, et le fait de, encore une fois, se positionner en Arctique comme un acteur important. Et pour moi, il le fait aussi un peu en réaction justement à la politique chinoise. La première proposition de Donald Trump d'acheter le Groenland, c'était en 2019, et c'est un an après la parution du livre blanc chinois sur l'Arctique, où la Chine se présente justement comme un proche État arctique, comme un presque État arctique. La Chine est membre du Conseil de l'Arctique en tant qu'observateur ? Oui, depuis 2013, absolument. Mais jusqu'à présent, ça n'inquiétait pas plus que ça visiblement les États-Unis, et avec la première présidence Trump, ils réagissent en fait de manière très forte, aussi en réaction à cette feuille de route chinoise, et évidemment en réaction à la présence russe qui s'accroît et qui devient de plus en plus importante. Et ça, on le voit bien, c'est un discours notamment du secrétaire d'État Mike Pompeo, en marge d'une réunion du Conseil Arctique en 2019, où il fait un discours absolument très peu diplomatique, assez fracassant, où il accuse la Chine de faire passer des sous-marins nucléaires en Arctique. Donc je n'ai pas pu vérifier ces informations, j'ignore si la DGRIS dispose de ces informations. Mais en tout cas, personne ne s'y attendait. Il accuse la Chine d'avoir dépensé 80 milliards de dollars en Arctique en investissement depuis 5 ans. Et ce sont également des informations difficiles à vérifier, mais je pense en tout cas qu'elles traduisent un peu en fait, une réaction aussi états-unienne par rapport au fait de ne pas être une grande puissance arctique peut-être, ou en tout cas d'être une moins grande puissance arctique ou polaire que la Russie, bien sûr, d'une part, et la Chine. Et donc dans ce discours, Mike Pompeo est extrêmement virulent envers la Russie et la Chine, et je pense qu'à partir de là, c'est peut-être à partir de là que non seulement évidemment les coups d'éclat de Donald Trump vont se multiplier avec cette proposition en 2019, puis qui a été réitérée lors de son second mandat. En 2019, c'est aussi la première fois où il n'y a pas de déclaration commune signée au Conseil de l'Arctique. Cette fois-ci, c'est pas la faute des Russes, c'est la faute des Américains qui refusent de signer cette déclaration commune. Donc c'est la première fois qu'une réunion ministérielle, donc au plus haut niveau du Conseil de l'Arctique, échoue, parce que Mike Pompeo refuse de signer une déclaration où il est fait mention du changement climatique.
alors que 2 ans avant, ça lui posait pas trop de problèmes. Et donc, et ensuite, évidemment, c'est un certain nombre de documents stratégiques qui se multiplient, un intérêt états-unien qui s'affirme de plus en plus, jusqu'à ce qu'on a connu au premier semestre 2025 et jusqu'à présent, d'un intérêt accru, de visites plus ou moins liées à la présence de Donald Trump au Groenland, etc. Le Groenland, en quelques mots, c'est très grand, c'est très peu peuplé, 80 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça. 56. Bon, j'étais un peu trop généreux. Une petite capitale qui s'appelle Nuuk, déjà une base américaine et puis des intérêts chinois sur place. Hein. Oui, effectivement, une base américaine qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui existe toujours cependant aujourd'hui, qui s'appelle Pituffik, si je me trompe pas. Et effectivement, des intérêts chinois, mais aussi australiens, mais aussi canadiens, notamment dans le domaine des minerais. Un certain nombre d'entreprises étrangères qui ont fait des prospections, sans qu'aujourd'hui, ces prospections se soient vraiment concrétisées. On sait effectivement que le Groenland regorge sans aucun doute d'un grand nombre de ressources minérales. Mais aujourd'hui, le Groenland, c'est peut-être avant tout, pour le situer, un territoire qui est recouvert d'un inlantis. Donc, c'est en fait une calotte glaciaire. Donc, de plusieurs kilomètres de haut de la glace, qui recouvre à peu près 98% du territoire du Groenland. Donc, beaucoup de Groenlandais vivent en fait sur la glace. Et donc, la partie du territoire qui est réellement exploitable aujourd'hui est très faible. Et de fait, il y a aujourd'hui très peu de mines en activité, 1 à 2 mines. Mais pour l'instant, c'est tout. Dont une mine chinoise, sous la direction de l'organisation chinoise. Oui, effectivement. Sans compter, effectivement, que les Groenlandais sont un peuple autonome, pas encore indépendant, mais pour l'instant autonome. Donc, cette ancienne colonie danoise a acquis un statut de territoire autonome. Cette autonomie a été renforcée à travers le temps. Aujourd'hui, les Groenlandais peuvent devenir indépendants quand bon leur semblera, à condition qu'ils le votent par référendum. Mais pourquoi ils ne le font pas encore ? C'est parce qu'ils ne sont pas encore autonomes économiquement. Aujourd'hui, le territoire groenlandais dépend encore très largement des subsides danois. On parle d'à peu près 20% du PIB, 60% du budget du gouvernement qui dépendent encore de Copenhague, et une économie qui à 98% dépend de la pêche. Et donc, l'indépendance du Groenland est fortement liée à l'exploitation minière, mais les Groenlandais refusent pour l'instant d'exploiter à tout prix les mines, et notamment un prix qui ne serait pas durable ni d'un point de vue environnemental, ni d'un point de vue aussi social, c'est-à-dire créer des emplois pour les Groenlandais qui, dans un territoire où une forte partie de la population souffre du chômage, par exemple. Alors, on va pas faire de politique fiction, mais 56 000 Groenlandais face à 1,4 milliard de Chinois, 140 millions de Russes et 200... Non, combien d'Américains ? 150 millions à peu près. Oui, voilà. Rapidement, on peut ne pas peser grand-chose, mais enfin là, c'est pas l'objet de l'émission, voilà, mais enfin, c'est quand même une donnée. En tout cas, cette évolution de l'Arctique qui devient de plus en plus stratégique, de plus en plus conflictuelle, n'a pas échappé à la France, commandant Bachelet, qui a défini et publié récemment cette fameuse stratégie de défense de l'Arctique. Alors, on va pas la développer ex nihilo, mais quelles sont les grandes priorités de la France, qui est, rappelons-le, observateur au Conseil de l'Arctique, dans cette zone du pôle Nord ? Alors, peut-être avant de parler de la France, je rappellerai quand même que c'est une dynamique qui se veut européenne. C'est-à-dire que la Norvège était précurseur en la matière avec l'apparition d'une stratégie de défense aussi dédiée à l'Arctique en 2020, avec un certain nombre d'investissements capacitaires qui continuent de croître depuis 2022 évidemment. Il y a également la Finlande et la Suède qui développent des capacités dédiées, on va dire, à cette région de l'Arctique d'une manière croissante. Le Royaume-Uni, normal, ils sont en première loge. Ils sont en première loge, bien sûr, mais globalement, ce sont les premiers évidemment et les précurseurs sur ce sujet-là. Ils ont, dès 2022, pour ce qui est de la Norvège aussi, augmenté leur niveau d'alerte de l'ensemble des forces armées, considérant le contexte ukrainien, vis-à-vis de cette résurgence, j'allais dire, du contexte géostratégique en Arctique que j'ai évoqué. Le Royaume-Uni est extrêmement actif également, s'est implanté également avec une base en Norvège en 2023, réalise de récurrentes missions de ce qu'on appelle ISR, c'est-à-dire de renseignement, de surveillance sur la frontière finlando-russe avec les Finlandais, et donc a une présence, elle aussi, extrêmement conséquente, et évidemment, dans le JUC, le fameux détroit que j'évoquais tout à l'heure, à une présence qui se veut quasi permanente, si on en croit les annonces récentes. Donc l'idée, c'est vraiment aussi, nous Français, de prendre acte du fait que c'est un contexte géostratégique qui a évolué et qu'on a, nous, des intérêts nationaux, des intérêts collectifs aussi avec nos alliés de l'OTAN, nos partenaires européens, et qu'il faut donc embrasser cette région comme étant effectivement une zone d'intérêt stratégique grandissant
qui peut avoir des impacts en matière de stabilité et de sécurité sur le sol européen. Alors, on peut rappeler au passage, 8 pays autour de l'Arctique, 7 sont membres de l'OTAN. Voilà, donc c'est effectivement une des conséquences qu'on n'a pas évoquées, vous avez tout à fait raison, une des conséquences qu'on n'a pas évoquées effectivement de cette guerre en Ukraine, c'est que ça a poussé la Suède et la Finlande dans les bras de l'OTAN, et que de fait, dorénavant, 7 des 8 pays membres du Conseil de l'Arctique sont membres de l'OTAN, ce qui change évidemment la configuration globale de cette région sur le plan de la sécurité et de la défense. Alors pour en revenir à la France, quelles sont les priorités de la France en Arctique, et puis quels sont ses moyens d'action ? Alors, d'abord, les 4 enjeux qui ont été fixés dans cette stratégie de défense s'agissant de la France, c'est, d'abord, la première, c'est celle de la responsabilité, internationale de la France en tant que telle, vis-à-vis de son poste de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et donc une responsabilité de stabilité, en tant que telle, dans cette région comme dans d'autres régions. C'est également une responsabilité de défense collective, puisqu'on l'a évoqué à l'instant même, 7 des 8 pays membres du Conseil de l'Arctique sont membres de l'OTAN, et donc ça nous oblige évidemment à pouvoir assurer la sécurité de nos alliés et partenaires si la situation l'exigeait, au titre notamment de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, mais également dans le cadre de la sécurité européenne, au titre de l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. Il se peut qu'on puisse être amené effectivement à soutenir nos alliés et nos partenaires si d'aventure la situation devait l'exiger, avec une démonstration de puissance de la part de nos compétiteurs. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la défense collective, et c'est être en mesure de protéger, la collectivité. Le deuxième aspect, c'est celui de la liberté d'action, la liberté de navigation, la liberté de survol aérien, qui est possiblement mise à mal, de fait, vis-à-vis de ces investissements russes qu'on a évoqués, de l'ensemble des démonstrations russes qui sont observées sous l'eau, sur l'eau et dans les airs, et que donc il y a un risque accru qu'on puisse ne plus tout simplement accéder et travailler librement dans cette région si la situation l'exigeait, que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan militaire. Et donc il faut être en mesure de dénier, le déni d'accès justement qui est mis en œuvre par les Russes. Donc ça, c'est un point évidemment essentiel quand on parle d'enjeux. Le troisième, c'est celui de la sécurisation des ressources. On parlait du Groenland, qui est encore à ce jour européen en tant que tel. Et donc c'est aussi un enjeu de sécurisation des chaînes d'exploitation, des routes de transport qu'il faut valoriser. Et ça se fait évidemment collectivement avec l'ensemble de l'Union européenne pour qu'on puisse ne pas, le moment venu, être ceux qui seront délaissés sur le bas-côté au détriment des compétiteurs russes et chinois. Donc il faut être en mesure d'assurer ces responsabilités-là. Il en va aussi de notre sécurité énergétique et économique, et donc c'est essentiel de le considérer dès à présent. Et puis enfin, le dernier, c'est celui de la protection des biens et des personnes, puisqu'on a une empreinte physique, notamment sur le plan scientifique, mais aussi partiellement sur le plan économique, avec notamment la compagnie du Ponant, qui a déjà des croisières réalisées dans cette région, et qui respecte un certain nombre de standards environnementaux, ce qui fait un peu aussi sa force et sa légitimité dans cette région. Pour autant, il y a des Français, il y a des ressortissants européens, au sens large, qui œuvrent dans cette région, et donc il faut être en mesure de pouvoir intervenir, sachant que le ministère des Armées est le seul à disposer aujourd'hui de capacités en mesure d'intervenir pour des opérations de recherche et de sauvetage, pour des luttes contre la pollution, si d'aventure effectivement les pays européens ou des moyens européens étaient mis à mal. Donc ça, c'est une mission de service public élargie qui possiblement doit être considérée. Alors est-ce que la France a les moyens de son ambition ? Alors, la France a partiellement les moyens de son ambition et doit consolider d'autres de ses moyens. On a déjà des missions, Grand Nord, pour la Marine nationale qui sont mises en œuvre depuis maintenant presque une dizaine d'années, qui sont régulièrement donc réalisées. Alors, il n'y a pas de rythme à proprement parler, mais on peut parler d'une mission par an environ, qui a vocation à faire ce qu'on appelle de la connaissance et anticipation, au sens du livre blanc, c'est-à-dire d'aller mieux assimiler l'environnement qui est celui de l'Arctique, de mieux comprendre aussi ce qu'on appelle les patterns of life, c'est-à-dire la façon dont les choses se passent en matière de pêche notamment, pour être en mesure de mieux demain, si nécessaire, avoir cette capacité d'œuvrer sur le plan militaire. Donc ça, c'est la Marine nationale qui déploie effectivement des capacités en la matière pour pouvoir mieux comprendre, durant la période estivale essentiellement, comment se passe finalement cet environnement qui est nouveau, en eau froide. Le deuxième aspect, c'est l'armée de l'air, qui, elle, a mis en œuvre depuis quelques années des processus de certification grand froid pour ses aéronefs. On parle souvent de l'A400M qui a été certifié grand froid après des passages longs et difficiles sur des pistes glacées du Groenland et du Canada jusqu'à moins 35 degrés. L'objectif, c'est de pouvoir... La 400M peut atterrir à Nuuk.
l'A400M est en mesure de décoller et d'atterrir dans des pistes glacées par des températures extrêmement basses. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir certifier progressivement nos capacités au sens large, mais des capacités de l'armée de l'air et de l'espace en particulier, pour œuvrer sur le plan stratégique dans cette région si la situation devait l'exiger. Et puis enfin, évidemment, l'armée de terre, avec notamment les chasseurs alpins qui sont très actifs en matière de coopération bilatérale avec les pays scandinaves ou dans le cadre des exercices qu'on a déjà mentionnés comme Cold Response et Nordic Response, dans lesquels les chasseurs alpins sont extrêmement présents. Il y a au niveau de l'OTAN un exercice arctique, Grand Nord, tous les ans. Tous les ans, le dernier était en 2024 à ma connaissance, le prochain devrait être certainement planifié prochainement, mais effectivement il y a une volonté de monter en gamme à la fois sur le plan du volume de forces déployées et à la fois sur la complexité des exercices et la diversité des exercices qui seront réalisés. Ça se veut évidemment d'abord et avant tout un exercice d'interopérabilité entre les différentes forces concernées, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir travailler ensemble sur le plan technique, sur le plan humain, et de mieux assimiler finalement l'ensemble des difficultés qui sont celles des conditions extrêmes qu'on a évoquées, mais c'est aussi en tant que tel un signalement stratégique important. Il y a eu il y a cela peu de temps l'exercice Zapad de la part des Russes et des Biélorusses, qui sont des exercices avant tout de signalement stratégique à l'adresse des Européens pour démontrer. Zapad, ça veut dire à l'ouest. À l'ouest, voilà. C'est pour démontrer globalement leur savoir-faire et leur capacité de pouvoir, on va dire, mettre en difficulté les forces européennes et les forces otaniennes. Nous, il faut qu'on riposte à ça et qu'on démontre aussi notre capacité à travailler ensemble. Donc je pense que c'est un des défis majeurs de Nordic Response en particulier. Alors l'Arctique n'est plus un désert blanc, mais un nouveau carrefour d'intérêts, de tensions entre trois continents, dans un monde de plus en plus incertain. Alors qu'est-ce que vous craignez, des tensions de plus en plus vite ou un conflit, un éventuel conflit possible ? Alors, on est dans un univers, pour l'instant, de tension, de compétition stratégique, comme on dit communément, c'est-à-dire que chacun place ses pions, les États-Unis, la Chine et la Russie en premier lieu, et nous, Européens, il faut qu'on puisse aussi positionner nos pions et faire valoir nos intérêts dans ce qu'on appelle la zone de la profondeur stratégique européenne, qui est une zone définie dans la stratégie arctique comme allant globalement du Groenland à la mer de Kara, incluant le Svalbard, qui fait partie finalement d'une zone dans laquelle on a tout intérêt à pouvoir effectivement être actif, présent, pour défendre nos intérêts et assurer la stabilité finalement européenne à terme. Donc pour répondre à la question, il y a aujourd'hui essentiellement des tensions. Il n'y a pas de prémisse de conflit, mais il se peut que ça soit l'objet d'une instrumentalisation, par exemple russe, dès lors qu'il y a un conflit dans une autre région, pour pouvoir éventuellement mettre à mal les forces européennes concomitamment à une action, par exemple, menée sur le détroit de Taïwan par la Chine. Et donc, il faut être en mesure de se préparer entre Européens aussi à l'advenue, si je peux dire, d'une situation chrysogène, conflictuelle, avec la Russie dans cette région. Alors on ne l'a peut-être pas assez dit, mais évidemment la stratégie française de défense de l'Arctique, elle s'inscrit dans une stratégie européenne, car l'Union européenne, elle aussi définit une stratégie pour l'Arctique. Voilà, donc une stratégie européenne qui date de 2021, qui n'était pas à vocation sécuritaire à proprement parler, mais qui globalement sur ces termes font état d'une situation assez similaire dans son analyse, sur le fait que c'est une zone de conflictualité potentielle à terme, sur le fait que c'est une zone d'intérêt grandissant, sur le fait que c'est une zone d'intérêt européen s'agissant justement de la sécurité des approvisionnements qu'on a évoqués, et sur le fait qu'il y a évidemment une opportunité économique dans quelques décennies dont on ne peut pas se passer, nous Européens, et qu'il faut donc considérer l'ensemble des aspects, notamment sécuritaire et défense, que ça sous-tend. Et donc on ne s'inscrit pas dans le prolongement, puisque évidemment le champ de la stratégie de défense est lié à des problématiques de sécurité et de défense, comme son nom l'indique, là où la stratégie européenne était plus large et évidemment et embrassait, j'allais dire, l'ensemble des enjeux commerciaux, économiques, environnementaux au sens large. Alors pour tous ceux qui veulent aller plus loin et découvrir un peu mieux cette stratégie française de la défense, elle est évidemment disponible sur le site du ministère des Armées, bien évidemment. Voilà, et je peux dire qu'elle est extrêmement courte, elle se veut impactante, c'est une stratégie, elle n'a pas vocation à expliquer le comment, mais bien le quoi et le pourquoi, donc elle est rapidement accessible.
accessible en quelques pages, une dizaine de pages. Et donc, j'invite tout à chacun et nos auditeurs, évidemment, à en prendre connaissance dans les meilleurs délais. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce numéro de Pensée stratégique. Commandant Jérémy Bachelier, Camille Escudé. Merci à tous les deux d'y avoir participé, de nous avoir un peu éclairé sur les enjeux et les risques de cette zone arctique. Camille Escudé, je rappelle le titre de votre dernier livre, L'épaule en 100 questions chez Talendier. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Et en attendant, c'est à vous de penser stratégique. Au revoir.